Bon, on a vu un petit peu les attentes, on a vu quelles réponses on pouvait donner un petit peu à nos gars sur le terrain. Maintenant, nous, quelles sont nos attentes, quels sont les manques en fait sur ces bilans URSSAF, Gaël? Alors, premièrement, il faut quand même souligner que on est arrivé à une certaine forme de maturité et qu'aujourd'hui, la grande majorité des bilans sont bien remplis, bien renseignés. Donc ça, il faut le dire, c'est très positif, il faut continuer en ce sens. Néanmoins, on rappelle quand même qu'il y a quelques éléments qui nous sont totalement indispensables pour qu'on puisse avoir une fiche bilan qui soit normalement constituée, si je puis dire. Alors c'est quoi du coup une fiche bilan normalement constituée? Alors, avant tout, il nous faut impérativement, bien sûr, l'identité du patient. Si toutefois on n'a pas l'identité du patient, il suffit de mentionner dans le compte-rendu que nous ne possédons pas la possibilité de recueillir l'identité du patient. Ok. Deuxièmement, c'est la nature de l'intervention. Personne blessée, un malaise, un accouchement inopiné, on a mis des grandes natures, il faut pouvoir les déterminer. Troisième point, c'est le lieu d'intervention. Parce que le lieu d'intervention, finalement, si on intervient sur la voie publique, un lieu public, à domicile ou sur un lieu de travail, ça va quand même modifier notre approche, notamment pour la gestion des carences ambulancières. L'autre point, bien évidemment, c'est tout ce qui relève du transport. Il faut qu'on sache impérativement le devenir du patient. Où est-ce qu'il a été transporté? Parce qu'on nous le demande souvent a posteriori. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a laissé à domicile? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été laissé aux soins de la famille, aux soins des forces de l'ordre? Donc ça, c'est des éléments essentiels. Ah, et par qui? Peut-être par le SAMU aussi? Par le SAMU, bien évidemment, aussi. Okay. Donc c'est tout à fait possible. Il faut donc bien renseigner cette partie-là qui nous est essentielle. Et du coup, ça me permet de rebondir quand j'ai une intervention avec le SAMU. Oui. Je fais une fiche quand même, il faut qu'il soit complet mon bilan? Alors oui, il faut effectivement qu'il soit complet, pour la simple et bonne raison qu'on se rappelle les grands enjeux, mais on a un enjeu d'archivage, donc de responsabilité, il faut qu'on puisse retrouver des données peut-être jusqu'à 30 ans après. Donc c'est essentiel qu'on ait tous les éléments contextuels du moment où on est intervenu, et puis aussi dans l'approche qualité que le département veut mettre en place pour pouvoir aller requêter sur tous les champs et toutes les interventions. Si finalement on n'a pas les éléments cliniques et paracliniques, par exemple, de la victime parce qu'il y avait le SAMU présent sur place, nous ne serons incapables d'évaluer, d'étudier toutes les interventions à caractère plus grave qui ont été prises en charge puisqu'il y avait la présence du SAMU. Ok, d'accord. Et du coup, si on revient un petit peu sur nos éléments indispensables, du coup, excuse-moi, je me suis un petit peu écarté. Hein. Non, c'est très bien. Du coup, on en a d'autres un petit peu qui doivent apparaître? Alors, il y a une partie paramètres vitaux. Celui-ci, il est indispensable. On sait que le SAMU en a besoin pour une régulation, pour toute régulation médicale, et je pense notamment aux standards. Les standards, c'est le pouls, la tension artérielle, la saturation. Ça, c'est des éléments standards associés au contexte. On veut comprendre ce qui s'est passé. Donc ça, c'est essentiel. Et puis après, on a la partie spécifique. Et la partie spécifique, c'est ce qui vient finalement mettre en lumière la spécificité de l'intervention sur laquelle je suis. Je pense notamment à, je ne sais pas, nous sommes engagés sur une détresse respiratoire. Il nous faut impérativement avoir non seulement la saturation d'oxygène, bien sûr, mais associée à la fréquence respiratoire. On part pour une détresse respiratoire, il faut qu'on puisse, et surtout que le médecin régulateur puisse voir s'il y a une fréquence respiratoire adaptée à la situation. Si on part sur un malaise, qu'on ait une glycémie capillaire. Si nous portons sur des problèmes neurologiques d'AVC, avoir les 4 questions du FAST pour l'AVC. Donc c'est que des exemples, mais qui permettent de montrer que le chef d'agrès a bien cerné la situation et que ça rassure le régulateur pour prendre la meilleure décision. Et quand tu me dis associé aux éléments de contexte, ça veut dire que la partie de compte-rendu, elle est obligatoire aussi? Alors oui, la partie de compte-rendu, elle est essentielle, parce que c'est celle qui va venir compléter les éléments dont on vient de parler, c'est-à-dire les paramètres vitaux, et puis tous les éléments qui sont remplissables dans les champs. Mais ça vient compléter. Il n'est pas nécessaire de remettre dans le compte-rendu, ou de mettre, sans l'avoir mis ailleurs, le pouls, la tension, la saturation dans le compte-rendu. Puisque l'idée, c'est qu'il y a des champs qui sont à disposition pour ça, et qu'on attend du compte-rendu qu'il apporte des éléments complémentaires de l'intervention, pas forcément de la victime. Par exemple, sur des situations contextuelles particulières, ou sur des propositions de transport, parce qu'aujourd'hui, on a ajouté un champ dans le compte-rendu qui permet au chef d'agrès de faire une proposition
de prise en charge, de devenir du patient, c'est-à-dire même un transport, voire même laisser à domicile, et de préciser l'endroit où la victime souhaite être transportée. Ce qui aiguille finalement le régulateur dans sa décision. Donc la proposition de transport, il faut que le chef d'agrès il la remplisse. Il faut impérativement qu'il la remplisse parce que c'est en plus demandé par les médecins régulateurs qui sont friands de cet élément-là. Ça va les aider dans leur décision de transport. Hein. Donc, et ça permettra de voir simplement si l'état de la victime correspond à la filière de soins qu'il y a dans la proposition de transport. Il y aura un feu vert sans aucun souci. Et donc, à la fin de tout ça, quel élément indispensable il nous faut pour clôturer ce bilan? Alors, pour clôturer ce bilan, évidemment, on renvoie aux notions de responsabilité. Et pour ça, aujourd'hui, on attend que le chef d'agrès signe impérativement toutes les fiches bilan qu'il a réalisées. Ça, c'est l'indispensable. C'est une demande médico-légale et on est opposable si on ne signe pas cette fiche-là. Donc la signature, elle oppose juridiquement celui qui l'a signé par contre. Exactement. Ouais. Donc il faut impérativement que ce soit le chef d'agrès qui signe la fiche qu'il a renseignée. Et je vais même plus loin. Il doit la signer même s'il n'y avait pas de victime. Et surtout, et j'ai envie de dire encore plus, si on laisse la victime à domicile. Donc c'est essentiel. Toute fiche bilan réalisée, donc une fiche bilan réalisée par sortie du véhicule et une signature à chaque fois. Et donc à côté de la signature du CDA, on en a une autre, je pense, je crois, qui doit arriver. Oui, alors on en a même deux autres. On en a une première qui est la signature de l'IAO, donc l'infirmier d'orientation et d'accueil, qui permet de certifier l'arrivée et la prise en compte du patient avec la relève réalisée par le chef d'agrès. Et on en a une deuxième qui est, elle, optionnelle, puisqu'elle concerne la signature de l'infirmier ou du médecin de sapeur-pompier qui est intervenu sur les lieux en collaboration avec le VSAV. Ça sera intéressant, on y reviendra après sur comment on se transfère une fiche d'une victime à l'autre quand on a le 3SM, parce que ça c'est possible, c'est ce qu'ils nous ont dit Jérôme et Philippe. Oui, c'est tout à fait possible ça. Donc aujourd'hui on a mis en place une fiche bilan commune avec des champs spécifiques pour les professionnels de santé, mais au final il nous faut quand même avoir ce partage de fiches d'intervention pour qu'on ait à la fois la possibilité de requêter sur la fiche d'intervention du VSAV et la fiche d'intervention du professionnel de santé qui intervenait. Donc chacun remplit sa fiche sur sa tablette et il s'échange les victimes, c'est ça? C'est comme ça que ça se passe? Alors c'est pas tout à fait ça. Ouais, dis-nous en fait, concrètement. Effectivement, aujourd'hui on a encore physiquement 2 tablettes sur les lieux quand on a la présence du VSAV qui a sa tablette, la présence d'un officier du service de santé qui a sa tablette également. Et en fait on remplit tout sur la même tablette, généralement celle du chef d'agrès, puisque les onglets du 3SM sont incrustés dans la tablette aussi, puisque c'est une fiche bilan commune du chef d'agrès. Et une fois que tout a été renseigné sur une tablette, il suffit simplement de faire un transfert de la fiche d'intervention qui est remplie complètement sur celle du 3SM, et ce qui permet que l'on puisse envoyer les deux distinctement et que nous, on puisse aller requêter et travailler sur les deux fiches différentes. On a un petit tuto qui existe là-dessus? Bien sûr, il y a un tuto qui est à disposition, que vous retrouvez sur Enasis et sur intranet sans aucun souci. Ok, intéressant. Sur la fin de ta tablette, comment doit se terminer ton bilan et ça se termine par quoi en fait? Comment tu arrives à clôturer ce bilan? Alors bon, pour en avoir parlé ensemble, ce qui valide vraiment la fin du bilan, c'est vraiment la signature de l'IOA qui fait foi qu'on a fait une bonne relève à l'hôpital et notre signature. Voilà. Et sans oublier l'heure à laquelle on laisse la victime. L'horodatage, l'horodatage pour nous il est important. Est-ce que vous aujourd'hui vous avez des problèmes d'attente aux urgences à Nord? Ça se passe comment concrètement à Nord? Plutôt à Nord ça se passe plutôt bien. Je pense que c'est pareil en fonction des IOA, de leur sensibilité et du travail qu'ils ont, on arrive à attendre un peu plus longtemps. Mais je trouve que finalement la relève à l'hôpital est plutôt bien faite, vraiment bien faite. Moi personnellement, j'ai jamais eu de soucis avec les IOA. Il y a vraiment un bon accueil et une bonne écoute surtout. Et si tu arrives, comme tu me dis, voilà, ce temps il est plutôt bien, c'est assez rapide. C'est quoi à peu près le temps rapide pour toi? À peu près, si tu l'estimais, vous attendez combien de temps avant de transmettre une victime à l'IOA?
5 minutes. 5 minutes. Ouais, je pense qu'en 5 minutes, je pense que c'est la moyenne. Là, franchement, je compare par rapport à la demande d'intervention, à la demande de régulation. Ouais. Je trouve vraiment qu'il y a un déséquilibre. Ouais. Je trouve que l'IOA est beaucoup plus rapide dans la prise en charge, dans la relève, que le PARM qui est pour nous, il devrait être là pour nous. Et en fait, des fois, on attend. Ouais. Les 10 minutes, je pense qu'elles y sont. Bah ça, on y reviendra plus tard dans l'interview avec Gaël, où on expliquera un petit peu les chiffres donc, concrets de l'attente de la régulation, de l'attente aux urgences. Parce que quand vous nous dites que c'est à peu près 5 minutes, ouais, on va pouvoir le mesurer tout ça. Et on va pouvoir vous apporter des réponses concrètes de combien de temps. Mais pour pouvoir apporter ces réponses concrètes, il nous faut le redatage, comme tu l'as dit. Oui. Il faut nous dire à quelle heure vous laissez votre victime à l'IOA, à quelle heure vous êtes arrivé à l'hôpital pour qu'on puisse vous dire tout ça et vous apporter les meilleures réponses. Ouais, très bien. Et ben, l'arrivée à l'hôpital avec la prise en charge par l'infirmière, par l'IAO, la signature de l'IAO, ma signature. Et puis voilà, après on valide la fin d'intervention, la fermeture de la fiche chirurgicale. Les deux signatures pour toi, il faut les faire apparaître. Donc signature de l'IAO et signature du CDA. Ouais. Tout à fait. Okay. Et le temps d'attente pour toi aux urgences, avant que ta victime soit transmise à l'IAO, il est long, il n'est pas long? Comment ça se passe? Non, en général, il est largement respectable. Hein. C'est de l'ordre de 10 minutes au plus. Quoi. Ouais. Enfin, pour l'instant, moi, Céline, j'ai pas eu de retour ou j'ai pas d'informations. Un temps acceptable pour vous, voilà, toi tu l'estimes aujourd'hui à 10 minutes? Ouais, c'est 10 minutes parce que souvent l'infirmière elle est un peu débordée par droite à gauche, elle peut avoir un peu. Souvent elle nous le dit, elle nous dit j'arrive, voilà, c'est pas. Mais aux urgences, on est bien accueillis et voilà, il n'y a pas de. Bah ça c'est intéressant, c'est des notions sur lesquelles on va pouvoir plus tard vous donner des réponses, nous, avec Gaël. Mais pour ça, par contre, il y a un petit horodatage qui va bien. Oui, arriver au hôpital et tout ça, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Mais sur la tablette, on l'a. C'est ça, ouais, sur la tablette, il va falloir nous remplir le horodatage de l'arrivée au hôpital et de la prise en charge de l'IAO pour qu'on puisse vous dire, concrètement, ouais, tu me dis c'est 10 minutes, moi je vais pouvoir te dire, ouais, c'est 8, c'est 7 minutes. Ouais, c'est ça. Et là, aujourd'hui, on sait que c'est acceptable, mais demain, si c'est plus acceptable, il va falloir qu'on ait cette traçabilité pour pouvoir évoluer. Ouais.